Bonjour à tous et bienvenue pour ce top catch d'avril, qui dit avril des WrestleMania, mais je ne fais plus Raw et SmackDown donc je vais pas trop m'y attarder. Sachez seulement qu'ils ont enfin réussi à faire un vrai main event féminin à partir d'une feud très nulle, mais le match était vraiment très bon, une belle clôture de cette nuit 1. Donc Sasha Banks versus Bianca Belair à voir. Le main event du lendemain aussi est pas mal avec Roman Reigns et Daniel Bryan, très sympathique. Sinon, dans les trucs à retenir, le Seth Rollins versus Cesaro, bien sûr, et le Owens Zayn, même s'il a été un petit peu en deçà de mes attentes. On va attaquer tout de suite. Alors, Top Catch, c'est comme nous vous l'ai déjà expliqué. On suit la New Japan Pro Wrestling, All Elite Wrestling via Dynamite et CPPV, et NXT et CPPV. Donc avant le top 10, on retourne à nos mauvaises habitudes. Il y a eu des oubliés ce mois-ci. Et dans les oubliés, nous avons donc les féminines, c'est-à-dire une habitude, mais elles sont représentées par une tag qui se sont hissées à la 16e place. Je parle de Candice LeRae et Indy Hartwell. Alors je crois que c'est quasiment en 2 matchs qu'elles ont réussi à ce niveau-là. J'ai un petit doute sur le fait qu'il y ait eu le The Way versus Gigi Dolin et Zed Rami dans mon classement. Et comme je ne peux pas vérifier maintenant, je sais pas. De toute façon, 3 minutes, ça ne doit pas être glorieux niveau note. Mais c'est surtout le match féminin à Stand and Deliver qui était pas ouf du tout. Enfin, grosse déception, j'aime beaucoup LeRae et Hartwell, mais c'était pas ouf. Et un très bon main event, le tag team mixte, où elles affrontaient donc The Way avec Johnny Gargano et Austin Theory, face à Bronson Reed, Dexter Lumis et Ember Moon et Josie Blackheart, qui était excellent. C'est-à-dire que le catch, c'est scripté. Donc que des meufs puissent battre des mecs, il n'y a aucun problème pour moi. Mais il faut que ce soit bien fait. Comme un Johnny Gargano qui affronte un Bronson Reed, c'est pas crédible. Enfin, tu mets ça à l'UFC, il se fait démonter, Johnny. En un coup, il est mort. Mais dans le catch, voilà, il va y avoir des articulations de scénario, il va s'attaquer aux jambes, etc., à la tête, pour le finir de le mettre KO. Un tag team mix doit être pareil. J'ai eu peur à un moment quand Candice se met en haut de la 3e corde pour faire un crossbody sur Bronson Reed. Je fais bon, il va la choper, il va la squasher, ou alors il va suivre le mouvement, il sera pas crédible. Non, elle a ricoché. J'étais mort de rire. Et le match est vraiment bien articulé entre les échanges entre les féminines et les masculins. Et c'est fluide, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait sur ce tag team mixte. C'est ce que je veux voir. On s'en fout que ce soit des hommes, des femmes, tant qu'elles performent. J'aimerais beaucoup voir une Charlotte, par exemple, face à des poids moyens pour commencer dans le roster principal. Ça peut être fun. Ils ont réussi à le faire avec un Tessa Blanchard à Impact, je n'ai pas vu, mais c'est intéressant. Donc tant que c'est bien écrit, tout peut se faire. Et ce match, je crois que je lui ai mis 4, c'était génial. Vraiment, je vous le conseille, il y a un bon exemple de quand c'est bien scénarisé. Surtout qu'il y a l'angle Hartwell et Dexter Lumis qui me font crever de rire. Elle a des expressions faciales, Indy Hartwell, qui me plaisent beaucoup. Elle est hyper expressive, ça marche, elle boude, elle sourit, le clin d'œil quand elle se barre avec Dexter Lumis. C'est non, une vraie réussite. Donc j'espère les voir plus hautes. Je sais qu'elles vont avoir un match tag team pour le championnat début mai, donc on en reparlera peut-être le mois prochain si elles arrivent plus haut. En tout cas, elles sont 16e, c'est déjà pas mal parce que c'est un gros mois, mine de rien. Et elles ont été très très plaisantes à voir, surtout dans ce match tag team mixte, à avoir de toute urgence. On commence le top 10 avec une tag team, il va y en avoir quelques-unes, le fond du classement est pas ouf. Mais ce sont les Good Brothers de Luke Gallows et Carl Anderson. Luke Gallows et Carl Anderson, ça fait partie des mecs où ils ont une telle bonne réputation que sur la WWE que c'était pas ouf. Et tu te dis, ah, s'ils étaient ailleurs, ils feront mieux. Comme un John Moxley ou d'autres, je sais pas là qui me vient de penser. Mais non, ils étaient à leur plein potentiel à WWE, c'est pas ouf. Là, ils sont 10e en 2 matchs seulement, dont un match pour le titre. Ils ont eu un match à All Elite avec Kenny Omega face à John Moxley et les Young Bucks, c'est là que les Bucks sont tournés d'ailleurs. C'était sympa, c'était surtout bien écrit, mais bon, le ring c'était pas ouf. Mais il y a le match tag pour les titres d'Impact face à Finn Juice, qui était un peu mieux, beaucoup mieux même d'ailleurs que celui où ils perdent les titres. C'était très sympa. Bon, sinon, rien à signaler. À la limite du Osef, quand même, leur 10e place. Ils sont là. Ils participent. C'est encourageant. À la 9e place, nous avons Kenny Omega, le champion All Elite Wrestling. Le collectionneur, très important, ça va venir. Il fait pas un grand mois. Il y a même un match que j'ai complètement oublié. C'est le Eddie Kingston et John Moxley face à Omega et Nakazawa. Pourtant, j'ai dû le voir. 22, j'ai dû le voir. Ouais, non. Osef, rien à signaler. Il y a le match où les Bucks tournent qui est vraiment pas ouf. Et il y a le match pour le titre Impact et le titre AEW face à Rick Swann qui était sympathique. J'en attendais vraiment plus parce que c'est un match pour 2 titres.
Ils l'ont quand même bien écrit parce que Swan il résiste à un bon moment. On en prend plein la gueule sur la fin de match, mais il se relève toujours jusqu'au moment où il ne se relève pas. Et donc nous avons un Kenny Omega qui donc maintenant a la ceinture Triple A au Mexique. La ceinture All Elite Wrestling qui est la plus grosse qu'il a quand même dans la hiérarchie qu'impose All Elite, ce qui est normal. Et Impact. C'est joli. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. On n'a pas eu de gros matchs pour l'instant. C'est une machine à match normalement Omega. Le match face à. Si, le gros match face à Moxley, même s'il y a eu la fin foireuse. C'est le seul match important de son règne. J'espère que ça va mener plus loin. Il y en a un au Japon qui commence à lorgner, qui commence à chambrer à distance. Donc j'ai hâte de voir si ça va aller au bout. Surtout qu'au Japon, c'est un peu la merde en ce moment. On en reparlera en fin de vidéo. Mais voilà, Omega, rien à signaler. Je sais même pas qui va affronter en fin de mois à Double or Nothing. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de programme. Ah oui, si, il affronte Pac Orange. Enfin, ça sort de nulle part. J'espère Pac pour avoir un gros match. Même si, voilà. Voilà, typiquement le match qui n'est pas construit et que c'est juste une exhibition. Il n'y a aucun challenge, il n'y aura pas de surprise. Mais bon, le match peut être très cool par contre. Un peu de mal avec Orange sur des gros matchs, parce il est bon, hein, attention, il est très très bon et très divertissant. Mais Pac, ouais, Pac Omega, ce serait cool. En tout cas, pas grand chose à signaler, mais bon, il a les ceintures majeures de 3 compagnies désormais, c'est un truc de dingue. Est-ce qu'il va aller chercher Osprey? Est-ce qu'il va aller chercher. Qui c'est qui est encore, hein? Non, moi je crois qu'il reste plus que la New Japan qui fait partie de ce petit groupe de fédération unifiée. Et donc à la 8ème place, on part au Japon maintenant pendant quelques places avant de laisser la place à NXT qui va bouffer ce classement. Avec une tag team japonaise, Yo and Sho. Voilà. C'était nul. Et ils ont 2 matchs pour le titre et ça va être pareil pour ceux qui sont devant eux. Je sais même pas pourquoi ils sont devant. Si certainement les matchs indiv, enfin les matchs tag qui sont un petit peu mieux pour les 2 autres. Yo and Show, le changement de titre, ils ont pris les titres à El Desperado et Kanemaru. Tout dans un match assez osef. Et alors le pire à Satsuna no Kuni, le match était long. Faut qu'ils arrêtent les matchs longs en main event. C'était long, pénible, chiant. Les juniors, qu'ils arrêtent de faire catcher les juniors comme des heavyweights parce que la division n'a plus d'identité. C'était hyper flashy à l'époque où j'ai commencé. On avait quand même Taiji Ishimori et Kushida quand j'ai commencé avec que Kushida avait le titre, il a passé à Ishimori. Ensuite, on a eu Dragon Lee, Will Ospreay, euh, Takahashi. Enfin, vraiment du style bien flamboyant comme il faut, ce qui compensait avec le lourd qui peut être plus lent. Et du coup, les deux faisaient qu'il y avait une belle alchimie au sein de la New Japan. On avait 2 styles assez différents. Et là, ça s'harmonise et c'est chiant, les juniors lents. Surtout qu'ils n'ont pas des carrures pour encaisser. Ça coupe un peu de crédibilité. Et donc, à la 7ème place, c'est El Desperado et Kanemaru. Putain, j'arrive pas à voir son prénom. Yoshinobu Kanemaru. Rien à signaler d'autre. C'est pareil, c'était pas ouf. Pourtant, par contre, le Yo El Desperado me chauffe bien. J'espère qu'ils vont fournir un grand match. Je sais que j'ai vu la nuit 1 de Wrestling Notaku et pas encore l'intégralité de la nuit 2. J'ai un peu peur parce que la nuit 1 n'était pas dingue, même s'il y a des bonnes choses. Mais Yo et El Desperado, j'espère qu'ils vont envoyer du rêve, quoi. Surtout qu'ils vont pas être en main event, donc le match va durer quoi, allez, 20 minutes? C'est parfait pour eux. Mais alors les tags du mois d'avril, bon, merci d'avoir 2 matchs de championnat et de fournir des prestations quand même honnêtes. Et on arrive très facilement à la 7ème place du coup. Et donc à la 6ème place, la surprise de ce début d'avril, Will Ospreay. Le con, il a battu Kota Ibushi. J'y croyais pas. Ospreay, c'est quand même un mec qui commence à aller vers le poids lourd depuis 2 ans. Petit à petit, il avait fait le Best of Super Junior qui remporte, il prend la ceinture derrière, et il fait le J1 Climax avec Shingo derrière. D'ailleurs, grosse rivalité entre les deux qui va revenir. Et il vient de fonder son clan, ils ont pris une grosse dérouillée à Wrestle Kingdom. Donc il affronte Ibushi, il fait une belle Japan Cup, surtout une très belle finale, et voilà. Et il a battu Ibushi. Le match était vraiment très cool, mais grosse surprise. Petit règne d'Ibushi du coup, à peine 3 mois du coup. Mais grosse perf d'Ospreay qui va confirmer dans le mois. Son clan va aller rentrer en conflit face aux Ingobernables, mené par Shingo Takagi. Oh la surprise. Lui et Naito en plus forment une belle dynamique, bien meilleure que celle où Sanada était challenger. Et Naito bouffait Sanada,
que là, Shingo est un monstre de charisme et Naito se met facilement derrière lui. Mais ça reste le leader quand il y a le signe de ralliement. C'est toujours Naito en premier. Enfin, vraiment bien foutu, ce clan où chacun a sa place pour les main eventés, sauf Bushi. Et Naito reste le leader quoi qu'il arrive. Vraiment bien conçu. Et donc il y a un match The United Empire face aux Ingo Bernables à Satsuma no Koni qui est d'un dynamisme, oh là là, un 4 contre 4 où ça fuse de partout. Hâte de voir le Shingo du coup. Osprey, gros champion. Sur la ligne ça va être bon. Après, son personnage de Hill a des tendances à Jay White sans le talent de Jay White. Ah. Mais très grosse surprise, je vais revenir dessus quand même, c'est très positif. Surtout avec ce qu'il a vécu. C'est d'ailleurs très bizarre que les Japonais laissaient passer le speaking out d'Osprey aussi vite. Mais gros champion, on va avoir des gros matchs. Et donc c'est la fin de cette première partie, je coupe en deux pour être sûr, en cas que je parle trop. Et on se retrouve pour la deuxième partie dans la vidéo suivante, ou si vous voulez vous casser, cassez-vous. Mais sinon, le top 5 est très intéressant. Oh, c'était mago. Bon allez, à tout de suite.